Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Nous sommes le mardi 23 février 2021 et Wall Street a clôturé hier en ordre dispersé avec le S&P 500 en repli de 0,77%, le Nasdaq perd 2,46%, le Russell 2000 se replie de 0,69% et le Dow Jones parvient à gagner 0,09%. Donc Wall Street qui clôture en ordre dispersé et c'est encore une fois la hausse du rendement à 10 ans américain qui vient pénaliser les grandes valeurs de croissance, notamment les valeurs technologiques, ce qui explique le repli considérable du Nasdaq à moins 2,46%, et ce sont les valeurs cycliques qui ont été favorisées par cette hausse du 10 ans américain. Et donc repli considérable du Nasdaq, on a eu Apple qui a perdu 2,98%, Tesla moins 8,55%. Donc visiblement, certains investisseurs qui voyaient les valeurs technologiques comme une sorte de valeur refuge pendant la pandémie se sont tournés à présent vers le marché obligataire. Et donc cela a fortement pénalisé le Nasdaq et donc les valeurs technologiques d'une manière générale. En Asie, pour la plupart, les indices se sont échangés à la hausse. Le S&P ASX 200 australien a gagné près de 0,9%. Le Kospi a chuté de 0,1%. Les indices chinois ont progressé. À noter que Christine Lagarde, et c'est toujours concernant l'inflation, a indiqué que la BCE surveillait de très près l'évolution des rendements souverains, les entraînant à la baisse de par sa déclaration dans la foulée. Le Japon, qui envisage de lever l'état d'urgence en dehors de Tokyo, des demandes de levée d'état d'urgence ont également été prises en compte par Osaka, Hyogo et Kyoto. À noter que l'Australie a confirmé que le régime d'aide à l'emploi temporaire expirera à la fin du mois de mars, mais le Premier ministre australien Morrison a également annoncé que les allocations de chômage normales seront augmentées de 50 dollars toutes les 2 semaines. Concernant le marché pétrolier, qui d'ailleurs marque un sommet d'après la pandémie, avec un pétrole WTI qui a franchi l'oblique baissière de long terme, on va en parler, et l'objectif est à présent à 65 dollars, nous sommes à 62,44 le baril, et donc Morgan Stanley qui considère que le marché pétrolier atteindra un pic au troisième trimestre 2021 et avec pour le Brent un niveau aux alentours des 70 dollars. Une amélioration peut être constatée concernant la pandémie avec un nombre total de décès aux États-Unis qui a dépassé un seuil symbolique de 500 000, mais on constate sur la moyenne de 7 jours un repli des décès enregistrés. Le Bitcoin a été assez volatile. On est allé chercher un creux récemment. C'était le précédent sommet historique. On est allé tester. On a atteint un autre plancher pendant la session asiatique à 48 500 dollars. Mais le Bitcoin a réussi à se redresser. On va en parler également. Et la séance d'aujourd'hui sera marquée par l'audition de Jérôme Powell, notamment face à la commission bancaire du Sénat et donc face à elle, il devra s'expliquer sur la manière dont la Réserve fédérale pourra contenir les anticipations d'inflation à court terme, alors que le rendement américain à 10 ans était au port des 1,40% hier, avant de se replier. Et à noter également que les membres de la commission bancaire du Sénat américain vont probablement faire pression sur Jérôme Powell pour connaître son opinion et son point de vue sur les mesures de relance budgétaire aux États-Unis au cours de la séance de questions-réponses. À noter que le texte du discours de Jérôme Powell est généralement publié environ une heure et demie avant l'audition. Alors concernant le calendrier économique du jour, il est plutôt dégarni. Le focus se fera principalement sur l'audition de Jérôme Powell. On aura la zone euro, l'inflation IPC. On aura également aux États-Unis l'indice de Richmond de la Réserve fédérale américaine pour le mois de février à 16 heures, et on retrouvera donc à 22h40 le rapport de l'API. On notera qu'il y aura une intervention de la Banque du Canada également, donc il pourrait y avoir une certaine volatilité concernant le CAD. Je ne retrouve pas ici. Ah voilà, donc ce sera à 18h30. Voilà, donc un discours à 18h30 de la BOC. Nous allons passer sans plus tarder sur le compartiment action sur les indices boursiers, avec un DAX qui peine à retrouver des couleurs. On échoue ici face à la barre des 14 000 points,
tant qu'on ne se hisse pas au-dessus, on ne peut pas envisager des perspectives haussières. À noter que l'on a marqué un creux hier matin et la projection d'Osoda nous donnait un objectif à 13 660 points. Ce n'est pas exclu que l'on aille chercher ce niveau. Seul un retour au-dessus des 14 000 points permettrait d'aller chercher les précédents sommets, notamment les 14 150 points. Le CAC 40 a frôlé encore une fois ici son objectif des 5 815 points qui permettrait de finaliser cette vague. Nous avons un nuage qui est en renfort. On commence la session européenne en léger retrait, hein, que ce soit pour le DAX ou le CAC 40 qui est ici en données H4. Je pense que ce sera beaucoup plus visible en données H1. Voilà, donc nous constatons la formation d'une mèche supérieure qui a échoué ici au niveau du précédent sommet pour le CAC 40. Concernant le Nasdaq, alors le Nasdaq, nous l'avons dit, qui a été fortement pénalisé par le marché obligataire, et donc ces valeurs technologiques ne sont plus, entre guillemets, une valeur refuge face à la pandémie, hein. Le Nasdaq avait surperformé pendant cette pandémie. À présent, on s'écarte de plus en plus du Nasdaq face au marché obligataire, ce qui lui a permis d'aller réaliser, on le voit ici en données H4, l'objectif théorique de sa figure en ET. On avait des figures de retournement un peu partout, mais ce sont les valeurs technologiques, les grandes valeurs de croissance, hein, d'une manière générale, qui ont été le plus impactées. Et donc le Nasdaq a bel et bien réalisé son objectif théorique ici aux alentours des 13 200 points. Alors si lors de l'audition de Powell, on a une baisse du 10 ans américain, on pourrait avoir un Nasdaq qui vient se redresser pour aller chercher la Tenkan et la Kijun, donc aux portes concrètement des 13 500 points pour leur léger repli à l'ouverture européenne. Qu'en est-il du S&P 500? Le S&P 500 qui avait franchi sa ligne de coup, qui a marqué un creux aux alentours des 3860, parvient à se redresser en pullback encore une fois sur cette ligne de coup en oblique haussière. On notera ici le nuage qui pourrait donc exercer une certaine pression baissière. Donc prudence en cas de tout passage en dessous des 3875 points. La baisse pourrait s'accélérer et on aurait un objectif théorique dans ce cas-là à 3825 points pour le S&P 500. Donc à l'image du DAX qui ne parvient pas à passer au-dessus des 14 000 points, il faudrait que le S&P parvienne à se hisser au-dessus des 3900 points. Ce qui nous permettrait d'envisager un retour en direction des 3915 dans un premier temps avant d'aller chercher les 3930. Mais si on n'arrive pas à aller chercher les 3900 points, donc à refranchir cette ligne de coup, les perspectives baissières sont à privilégier. Qu'en est-il du Dow Jones? Un Dow Jones qui tente de se redresser. Nous avons échoué au contact des 31 600 points environ de retour sur la Tenkan, et donc il faudra franchir cette résistance, hein, qui était le sommet du 18 février pour espérer aller chercher les 31 650 points. Dernier rempart avant l'objectif qui nous est donné par la projection d'Osoda ici à 31 722 points. Nous avons donc une vague haussière, hein, ici en cours de formation, on peut la voir, qui restera d'actualité tant que l'on ne passe pas en dessous des 31 460 points. Le Russell 2000 est toujours aux alentours de sa ligne de coup, hein. On est allé chercher un creux à nouveau avant de se redresser. On est très précisément sur la ligne de coup. Il faudra réussir à se maintenir au-dessus pour aller se rapprocher des 2285 points, voire se hisser aux 2300 points. Ici, il y avait un gap haussier, hein. C'est une zone qui sera assez difficile à franchir pour le Russell 2000. Seul un franchissement, seul un passage donc au-dessus des 2300 nous permettrait d'aller marquer de nouveaux sommets. Tout d'abord d'aller chercher les précédents sommets. Le Bitcoin qui est allé chercher son précédent record historique, hein, on le voit, il est en train de le tester à nouveau. On est repassé en dessous des 50 000 $. C'était le record historique du début du mois de février aux alentours des 47 950 $. Alors prudence ici sur le Bitcoin. Si on venait de ce niveau, le repli donc pourrait s'approfondir. Nous avons les 45 500, nous avons les 44 000 $. La prudence est de mise, hein, pour le Bitcoin depuis ces pressions baissières que l'on peut constater. Ça a été assez violent hier d'ailleurs, aux alentours de midi, lorsque l'on est allé chercher ce creux avant de se redresser. Alors à présent, hein, la baisse
est en train de s'approfondir progressivement et ce sera capital, hein, l'interaction des cours du Bitcoin avec ce niveau qui était une résistance devenue support. On passe à présent sur le compartiment des matières premières. On va commencer par le métal jaune, le gold qui tente de passer au-dessus de cette oblique haussière. C'était une oblique qui reliait les différents creux, hein, que nous avons franchis pour aller chercher les 1765 $. Ça reliait le creux du 7 juin 2020 avec le creux du 2 décembre 2020. Alors, on est en train de tenter de se hisser au-dessus pour tester la borne supérieure du canal baissier. C'est le dernier rempart avant les 38,20, le retracement de Fibonacci à 1837 $ l'once. Qu'en est-il en données intraday? Alors, en données intraday, c'est beaucoup plus mitigé. En journalier, on voit cette oblique haussière. En données intraday, on voit ce nuage que les cours du gold sont en train de longer. Et donc, on pourrait anticiper un éventuel retour sous les 1800 $ pour aller chercher peut-être à nouveau les 1795 $. Prudence, on ne parvient pas à intégrer ce nuage et donc on pourrait se replier en direction ici, en dessous en tout cas des 1800 $ l'once. Le pétrole WTI, on le voit ici en données journalières, hein, je vous rappelle cette oblique baissière. Et donc le franchissement semble se valider depuis hier, hein, depuis la nette reprise des cours du pétrole que nous avons pu constater hier. La prochaine target est à 65 $. On la retrouvera ici notamment. C'est un niveau de résistance. C'est le sommet du 9 janvier 2020. C'est la target pour le pétrole WTI. Et donc Morgan Stanley qui voit le Brent, quant à lui, un pic au second semestre, au troisième trimestre, pardon, à 70 $. Un Brent actuellement, alors ça c'est le pétrole WTI, hein, en données H1, le Brent qui est actuellement à 65 $. Donc on est vraiment très proche, hein, des 70 pour le Brent. C'est l'objectif de court terme pour le Brent, pour le pétrole WTI, ce sont les 65 $ le baril. Le gaz naturel est en train de se replier petit à petit en direction des 2,750, hein, qui lui permettrait d'aller tester la borne inférieure de son canal haussier. Un gaz naturel qui, je vous le rappelle, a été propulsé à la hausse pour aller aux alentours des 3,300 suite à la vague de froid au Texas. Et donc la situation revient à la normale, on se replie et nous avons ici une saisonnalité, hein, également qui nous indique un prochain creux dès demain qui pourrait être atteint. Donc on pourrait envisager un test des 2,750 d'ici la séance de demain. Alors je vous rappelle que cet après-midi, nous allons aborder les matières premières et les fondamentaux dans le détail, donc je vais aller assez rapidement. Simplement, ici, le sucre, belle remontée haussière et je rebondis sur un très bon commentaire de Simon d'ailleurs qui nous fait remarquer que en mensuel, nous sommes en train de franchir ici la borne supérieure du nuage. Et donc une clôture mensuelle au-dessus du nuage serait un signal haussier. Cependant, prudence, nous avons une lagging span qui intègre quant à elle le nuage et seule une sortie de cette lagging span du nuage permettrait de valider le signal d'achat qui nous sera donné en cas de clôture en dehors du nuage ici. Donc il y a deux éléments qu'il faut regarder lorsque l'on trade avec Ichimoku. C'est tout d'abord l'interaction des prix avec les éléments Ichimoku, c'est ce qui nous donne le signal. Et par la suite, il y a la lagging span, cette courbe qui représente les cours de clôture dans le passé. Alors il faut que cette courbe soit dégagée de tout élément Ichimoku pour qu'elle valide le signal qui nous a été donné précédemment. Et donc il faudra que cette courbe, la lagging span, sorte du nuage pour valider ici le signal d'achat de long terme, un signal d'achat qui devrait nous ramener directement vers le précédent sommet aux alentours des 24. Donc ici, hein, c'est un sommet qui avait été marqué à la fin de l'été 2016. Donc effectivement, le plus sage serait d'attendre ici une clôture, mais bon, si on veut vraiment se baser sur Ichimoku, il faudra attendre également la validation du signal. En journalier, c'est allé assez vite, hein, depuis qu'on a franchi ici le précédent sommet. On est en train de se redresser. Donc un sucre qui pourrait confirmer sa tendance de fond qui est indéniablement haussière, hein. C'est une hausse, on a simplement marqué une légère pause ici, une hausse qui dure depuis le début de la pandémie, pratiquement fin avril
2020, nous avons marqué quelques pauses. Ici, on a marqué une pause. On a soupçonné une figure en ETE qui a complètement été invalidée et il semblerait que le sucre repart à la hausse à l'heure actuelle. Mais on se focalisera. On parlera également très certainement du cuivre d'ailleurs. Non, ce sera dès demain, pardon. Demain, vidéo sur matières premières et fondamentaux. Donc nous allons détailler 4 matières premières. On passe sans plus tarder sur le marché d'échange avec un billet vert qui s'est vu freiné par l'extension ici de la SSB. Un billet vert qui avait pourtant un petit peu plus de marge de manœuvre, hein. Il s'est effondré par la suite. On est allé ici marquer un creux, c'est un plus bas. C'est un plus bas mensuel, hein. On n'a pas atteint ces niveaux-là depuis la mi-janvier donc 2021. On est en train de tenter de se redresser. Il faudra passer au-dessus des 90,100 pour espérer poursuivre à la hausse ici en direction des 90,250. La situation technique de l'euro-dollar est en train de devenir de plus en plus intéressante. Et on voit ici en données journalières, nous avons la formation, encore une fois, d'une figure de retournement. Décidément, l'euro-dollar nous en aura fait pas mal dernièrement. Et donc nous avons une épaule, une tête, une seconde épaule. Nous avons une ligne de cou ici. Ce qui est intéressant à ce niveau-là, c'est de faire un parallèle entre chartisme et Ishimoku. Nous avons donc une figure de retournement qui devrait nous permettre d'aller marquer peut-être de nouveaux sommets. On va le vérifier ensemble immédiatement. L'objectif théorique qui nous est donné, je vous le rappelle, par la hauteur de la tête. Et effectivement, cela devrait nous permettre d'aller marquer un nouveau sommet, si et seulement si nous avons une clôture journalière au-dessus de cette ligne en pointillé, qui est justement ma ligne de coup. Donc une séance qui sera très importante pour l'euro-dollar, et ça c'est d'un point de vue chartisme, d'un point de vue Ishimoku, cela nous permettrait une sortie du nuage par le haut. Nous avons une lagging span à ce niveau-là. Pour faire une petite comparaison avec ce qu'on a vu sur le sucre, la lagging span, quant à elle, devra s'affranchir de son dernier obstacle. Donc ici, nous avons un signal qui pourrait nous être donné par une clôture au-dessus du nuage. Et ce qui va nous importer par la suite, ce sera ce que fera notre lagging span qui se retrouve à ce niveau-là. La lagging span devra donc franchir tous ces obstacles. Elle en a devant elle, elle a des bougies. Et le dernier, c'est la Kijun. Donc en cas de clôture, au-dessus de la ligne de coup, nous avons un signal d'achat et en cas de lagging span au-dessus de la Kijun, nous avons une validation de ce signal d'achat. Donc concrètement, il faudrait que les cours soient au-dessus des 1,2210 pour avoir un signal Ishimoku validé lorsqu'une simple clôture au-dessus de la ligne de coup nous donnerait un signal d'achat qui nous permettrait d'aller chercher les 1,2380, donc se rapprocher concrètement des 1,24. Situation technique très intéressante. On la voit, cette figure en ETE, en données H4 également. Mais pour le moment, on est en train de refuser le franchissement de la ligne de coup. On est en train de se replier. C'est le biais vert qui retrouve des couleurs, qui est en train de faire reculer l'euro-dollar. Mais une situation intéressante d'un point de vue technique. Le CAD sera volatile en fin d'après-midi, un CAD qui s'est replié, hein. Nous avons un pétrole qui progresse à nouveau à la hausse. Nous avions également ici une suspicion de figure en ETE inversé qui a été complètement invalidée. Et donc prudence, hein, sur le dollar canadien en fin d'après-midi. Le GBP-USD, très belle progression, hein. On s'est hissé au-dessus des 1,40, hein, finalement. Et donc, cela vient renforcer les perspectives haussières de court terme. Et ici, nous avions donc un objectif, hein, qui était 1,3955, une projection d'Osoda. Il faudra attendre un prochain repli. Il faudra attendre que le GBP-USD marque une pause pour avoir un objectif, ce qui nous permettra de dessiner une vague. GBP, CHF, on part vers le prochain objectif, hein. Donc le GBP progresse, hein. Je vous rappelle que Boris Johnson a fait connaître donc sa ligne de route concernant le déconfinement et donc un renforcement considérable du GBP qui va directement vers le second objectif. Le GBP CHF a été très intéressant, hein, depuis le signal, depuis le franchissement de cette SSB, depuis cette sortie de nuage. Je vous rappelle que ce sont les cours en journalier avec un nuage weekly, c'est un nuage en hebdomadaire. Donc c'est un signal de moyen terme.
un signal assez fort, hein, que l'on attendait depuis longtemps avec un GBP CHF qui évoluait dans l'enceinte d'un range. Et sur ce, nous allons mettre un terme à ce Good Morning Market. Je vous remercie pour votre fidélité et votre attention. On se donne rendez-vous dès demain pour le prochain Good Morning Market et pour faire un point hebdomadaire. D'ailleurs, je constate la baisse soudaine et brusque du DAX, un DAX finalement relativement faible, hein. On le voit ici. Je me permets de rapidement revenir. Ouais, le DAX qui est en train, donc tant que nous ne passons pas au-dessus des 14 000 points, faut rester très prudent, notamment si on venait à passer sous les 13 815, on pourrait aller chercher les 13 660. Donc prudence sur le DAX, il vaudrait, le mieux serait, pour ceux qui souhaiteraient acheter le DAX, le mieux serait d'attendre que l'on passe au-dessus du seuil symbolique de la barre des 14 000 points, hein. Pour le moment, le DAX reste sous pression. Et sur ce, on va mettre un terme donc à cette vidéo. Rendez-vous demain pour le prochain Good Morning Market et la vidéo concernant les matières premières et les fondamentaux. Une excellente séance de trading à toutes et à tous. Et à demain pour notre prochain rendez-vous. Au revoir.